Si on passe à l'exercice 4, la puissance du soufre se différencie-t-elle dans les trois groupes de consommation de cigarettes dont les données sont reprises dans le tableau suivant? Vous voyez que c'est un énoncé hyper court, mais dans lequel vous avez toutes les informations nécessaires. L'information nécessaire, c'est que vous avez ici votre variable dépendante, la puissance du soufre. Vous avez la variable indépendante, trois groupes de consommation de cigarettes. Donc la VI, c'est la consommation de cigarettes, selon trois niveaux. Voilà. Et l'information centrale que vous avez qui vous permet de déterminer quel test vous allez faire, c'est ceci. Se différencie-t-elle? Autrement dit, y a-t-il une différence de puissance de soufre en fonction du type de consommation de cigarettes qu'on fait? Ça va? Est-ce que ça c'est clair à la première lecture? Oui. Alors, vous avez aussi des infos bien sûr dans le tableau. Qu'est-ce que le tableau vous montre? Mais en fait, il vous dit que vous avez effectivement des niveaux de puissance de soufre de sujets, 50 sujets, qui ont été répartis dans trois groupes différents en fonction de leur consommation de cigarettes. Quand on vous dit répartis dans trois groupes en fonction de leur consommation, machin, ce que vous devez vous dire et qui vous est confirmé visuellement, c'est qu'en fait, ici, on n'est plus dans des groupes avariés, on est dans des groupes indépendants. Et ça va. Autrement dit, je n'ai pas mesuré la puissance du soufre d'un premier fumeur quand il est dans le premier groupe, puis dans le deuxième groupe, puis dans le troisième groupe. Non. J'ai en fait un premier fumeur qui est dans le groupe 1, qui a un soufre de 4. Un deuxième fumeur qui est dans le groupe 1, qui a un soufre de 6. Et puis, j'ai des fumeurs dans les autres groupes aussi. Et ce sont des fumeurs différents. Ça va? Donc là, j'ai un troisième fumeur qui a une note de 7, et j'ai un quatrième fumeur bien différent qui a une note de 9. Ça va? Donc ici, soyez attentifs au fait que d'habitude dans les tableaux avec des échantillons à parier, pour chaque ligne on a un seul sujet statistique, donc un sujet pour lequel on a plusieurs données. Ici, on a un sujet statistique par chiffre, si vous voulez. On n'a qu'un seul chiffre par sujet statistique. Donc on a autant de données que de sujets statistiques dans ce cadre de tableau-ci. Ça va? Ok, alors, l'analyse statistique, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'on essaie de voir? S'il y a un effet du groupe sur le soufre. Oui, s'il y a un effet du groupe sur le soufre, autrement dit, qu'est-ce que c'est les groupes? Qu'est-ce que ça représente? Oui, le type de consommation, c'est ça. Donc, vraiment, le principe, c'est de voir si il y a des différences entre les différents groupes qu'on a sous les yeux. Autrement dit, est-ce que le groupe auquel appartient le sujet a une influence sur son soufre? Autrement dit, est-ce que le type de consommation du sujet a une influence sur son soufre? Ça va? Et donc, ici, on vous l'a formulé de cette manière-là, tout simplement, on souhaite observer des différences entre plusieurs groupes indépendants. Ça, c'est le principe de base. Qu'est-ce qui nous permet de faire ce test-là? Je pense aussi. Ça l'avait déjà vu. Un petit café. Wallis. Oui, c'est juste. C'est le Kruskal-Wallis qui permet de faire ça. D'accord? Donc le Kruskal-Wallis, c'est une espèce d'analyse de variance simple, si vous voulez. Okay. C'est ce principe-là, mais version décimoparamétrique et pour des échantillons qui sont indépendants. Ça va? Alors, l'hypothèse d'une qu'on formule ici, mais en fait, la question qu'on a bien retenue ici, c'est de savoir s'il y a des différences entre les groupes. Et donc, l'hypothèse d'une qu'on va formuler, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Autrement dit, il n'y a pas d'influence du type de consommation sur le soufre. Ça va? Est-ce que ça va pour ça? Oui. Pourquoi en fait il y en a 5? Parce que c'est pas dans le cadre du cours. Mais on D'accord. On aurait pu. Oui, effectivement. Donc en fait, je suis très contente. C'est très bien. Ah, Donc en fait, le principe, c'est que ce que vous voyez ici, c'est que vous avez des données métriques
Et la question que je vous pose, c'est savoir s'il y a des différences entre les groupes. Autrement dit, s'il y a une marque dans une pays sur une DD. C'est le truc le plus simple et le plus puissant que nous avons pour ça, c'est l'analyse de variance simple. Ça va? Alors, comme nous, on aime bien ces chiffres-là, on les garde. Mais dans ce cours-ci, vous ne faites pas d'analyse de variance simple. Et en gros, on s'est lancé dans les trucs non paramétriques, donc on va traiter des défense, tout ça. Et toutes les données métriques que vous avez, vous pouvez les transformer en données ordinales. Ça va? Donc c'est ça que vous devriez faire, que vous allez faire demain à la main. Ça va? Mais effectivement, spontanément, quand on voit ces données-là et qu'on voit les questions qui sont posées avant, le meilleur réflexe, c'est de se dire je vais faire une analyse de variance simple. On a 50 données, donc c'est bien suffisant pour faire une analyse de variance. Mais effectivement, dans le cadre de ce cours-ci, on ne fait pas d'analyse de variance simple. Et ce qui se rapproche le plus de ce qui pourrait nous être utile pour répondre à la question de savoir s'il y a des différences entre les groupes qui sont des groupes indépendants, c'est effectivement de faire un plus. Ça va? Merci pour ta question. Ça va pour tout le monde? Si c'est plus ou moins, vous avez le droit de dire non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info de base? Ben, souvenez-vous qu'en fait, on a une variable indépendante, qui est le type de consommation, autrement dit le groupe, on peut avoir deux points, et on a la variable indépendante, qui est la puissance du sucre. Ça va? Donc je sais que je vais avoir deux colonnes, et 50 lignes, parce que j'ai vu que j'avais 50 chiffres. Ça va? Est-ce que tout le monde l'avait encodé de cette manière-là? Est-ce que ceux qui n'avaient pas fait comme ça ont compris pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Ou est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un peu de temps pour encoder leurs données? Oui? Ok, donc c'est un tableau qui ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est comme procédure? Eh bien, de nouveau, on est dans une testation paramétrique, ça va. Mais cette fois-ci, vous voyez qu'on n'est plus dans cas échantillon lié, on est dans des échantillons qui sont indépendants. Donc, on interroge le logiciel par rapport à ça. Vous allez voir qu'on se retrouve dans le même principe de fenêtre que tout à l'heure, ça va. Donc, vous voyez que les variables à tester, ça c'est votre variable indépendante. C'est de ça qu'on va vérifier l'effet. Donc, en gros, vous allez mettre votre souffle à vérifier et puis votre variable indépendante en dessous, qui est en fait le mode de groupe. Et vous cochez le Kruskal-Wallis, dont l'indice s'appelle le H. Pas le chat. D'accord? Donc soyez bien attentifs au fait que vos groupes qui sont la variable indépendante, je crois que j'ai dit les groupes qui sont la variable indépendante, c'est les critères de regroupement. Ça va? C'est comme ça que vos groupes ont été créés. Tandis que les variables que vous voulez tester, c'est les effets que vous voulez observer. Et donc là, ce sera votre variable dépendante. Ça va? Et une fois que vous avez fait ça, à tes souhaits, vous définissez en gros l'intervalle. Et qu'est-ce qui apparaît? C'est ceci. L'intervalle, c'est simplement le truc qui vous permet de dire combien de groupes vous avez. Ça, d'accord? Donc, le minimum, ce sera 1, et le maximum, ce sera 3. Vos valeurs de regroupement, ce sera 1, 2 et 3. Les groupes que vous avez choisis. Voilà. Vous mettez poursuivre et théorier, et on a un joli tableau qui sort. Un peu jusqu'à là? Ok? Ça va pour ça? Oui? Donc, dans les tableaux, nouveau, vous allez voir que vous avez des infos sur les rangs moyens dans le petit tableau à gauche, d'accord? Et puis, les résultats du carré qui permettent de compléter la procédure aussi, et le nombre de degrés négatifs.
Et comme toujours, le niveau de significativité est celui qui vous intéresse. Ça va? Donc dans ce tableau-ci, au final, il n'est pas si important que ça, c'est un bon tableau informatique pour savoir simplement les rangs moyens au sein de chacun des groupes. Ce n'est pas le plus utile, ce qui vous intéresse pour conclure se trouve dans ce tableau-là. Okay. Alors, pour les conclusions, vous avez deux niveaux. Vous avez du carré, et son taux de significativité, qui ici est de 0.25. Donc ici, avec un taux de significativité du pi carré qui est de 0.25, clairement c'est un test qui est non significatif, donc on accepte l'hypothèse nue, et on conclut qu'il n'y a pas de différence sur la puissance du groupe qui serait due en fait au type de consommation de chacun des réacteurs. Ça va? Est-ce que c'est clair pour ce que je dis? Donc oui, parce qu'en fait je fais avec le pi carré comme si c'était naturel, et en gros on vous demande de faire une procédure et il n'y a rien qui sort de cette procédure. Simplement parce que c'est caché par le programme. Vous allez voir comment on fait à la main, on calcule un H qu'on va comparer au H de c'est toujours le même principe. Et en fait, une autre manière de pouvoir vérifier la significativité de n'importe quelle question paramétrique, c'est de repasser par un logarithme qu'on va faire dans certaines conditions, quand en fait les conditions de la table sont les conditions de consultation de la table. Et en fait, automatiquement, le logiciel statistique fait la procédure qui est la plus nette, qui est clairement la plus précise, et donc on passe par c'est pour ça que vous aurez automatiquement dans les tables de votre table, effectivement la valeur de votre niveau, et puis la significativité de alpha de cette situation. C'est ça qui vous permet de conclure sur une procédure qui n'a rien à voir avec le carré, mais qui en fait est tout à fait liée. Ça va? Ok. On va passer au dernier exercice.